Après une réunion marquée par des débats approfondis et francs, le Conseil consultatif affirme qu'il lui revient de former un gouvernement qui sera présidé par une personnalité issue de ce parti, a annoncé à la presse Abdelkarim Harouni, président de ce conseil. Le futur chef du gouvernement doit être issu d'Ennahda puisque ce parti est le vainqueur des législatives, a rappelé Harouni, ajoutant que le dialogue se poursuivra pour décider qui sera cette personnalité. Ennahda est arrivé en tête des législatives du 6 octobre dernier avec 52 sièges sur 217 selon les résultats officiels de l'instance chargée des élections. Une fois le président Kaïs Saïed investi, il aura une semaine pour charger Rached Ghannouchi, chef d'Ennahda, de former un gouvernement. Selon le président, Saïed prêtera serment mercredi 23 octobre. Universitaire à la retraite quasi inconnu jusque-là sur la scène politique, Kaïs Saïed, 61 ans, a été élu nouveau président de la Tunisie avec 72,71% des voix, devançant très largement l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Ennahda aura un mois renouvelable une fois pour former un gouvernement susceptible de convaincre la majorité des députés, une tâche ardue dans un parlement morcelé. Ce parti islamiste devance le parti de l'homme d'affaires Nabil Karoui, Kalba Tounes, créé en juin et qui rentre au parlement avec 38 sièges. Selon Amnesty International, de nombreux civils libyens sont pris entre deux feux dans la bataille qui fait rage depuis près de 7 mois autour de la capitale libyenne, Tripoli. Dans un rapport rendu public, l'ONG a déclaré que les belligérants qui prennent part à cette bataille tuent et mutilent de très nombreux civils en lançant des attaques à l'aveugle et en utilisant tout un arsenal d'armes explosives imprécises dans des zones urbaines peuplées. Les combats ont fait au moins 1093 morts et 5752 blessés, dont des dizaines de civils et forcés. Plus de 128 000 personnes ont quitté leur foyer, selon un bilan de l'ONU en juillet. Les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont déclenché une offensive le 4 avril dernier pour s'emparer de Tripoli, mais se heurtent depuis à une opposition farouche des forces loyales au gouvernement d'union nationale, reconnue par la communauté internationale. L'Organisation de défense des droits de l'homme dit s'être rendue sur 33 sites visés par des frappes à Tripoli et aux alentours et fait état de preuves de possibles crimes de guerre imputables aux deux camps. L'organisation, qui affirme avoir dépêché des enquêteurs des deux côtés de la ligne de front, a noté un mépris systématique envers le droit international, favorisé par l'approvisionnement continu des deux camps en armement, en violation de l'embargo sur les armes imposé par l'ONU à la Libye. Je pense que les démocrates veulent me destituer parce que c'est la seule manière pour eux de gagner. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils ont, c'est un coup de téléphone qui était parfait. Tout ce qu'ils ont, c'est un lanceur d'alerte qui a disparu. Où est-il ? Il est parti. Ils ont un deuxième lanceur d'alerte. Le deuxième lanceur d'alerte, où est-il ? Il a disparu. Ils ont l'informateur. Oh, l'informateur, où est-il ? Ils interrogent des ambassadeurs dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas ces gens-là. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Devons-nous protéger quelqu'un qui a fait un compte rendu de ma conversation ? Je pense qu'il n'y avait probablement pas d'informateur. L'informateur est allé voir le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte avait des informations de seconde ou troisième main. Vous vous en rappelez, c'était un gros problème. Mais l'information était mauvaise. Donc, est-ce qu'il y avait réellement un informateur ? Peut-être que l'informateur était Chiffre. Ça pourrait être Chiffre le louche. À mon avis, c'est sûrement Chiffre. Nous travaillons avec les Kurdes. Nous avons une bonne relation avec les Kurdes, mais nous n'avons jamais accepté de protéger les Kurdes. Nous avons combattu avec eux pendant 3 ans et demi, 4 ans. Nous n'avons jamais promis de protéger les Kurdes pour le reste de leur vie. Des gens ont essayé de faire cet accord avec la Turquie depuis des années, mais nous sommes proches de conclure cet accord. Nous verrons ce qui se passe. Vladimir Poutine a lancé ce mercredi son premier grand sommet Russie-Afrique. Le président russe a démarré ce sommet dans la station balnéaire de Sochi en insistant sur le potentiel de développement de l'Afrique.
Devant des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, il a assuré que la Russie pouvait au minimum doubler ses échanges économiques avec le continent dans les 5 prochaines années. En organisant mercredi et jeudi ce premier sommet Russie-Afrique, Moscou affirme ses ambitions dans un continent dont il s'est retiré à la chute de l'URSS et où la Chine et les pays occidentaux ont plusieurs longueurs d'avance. Durant ces 2 jours de discussion, des thèmes tels que technologie nucléaire au service du développement de l'Afrique ou minerais africains au profit des peuples d'Afrique sont prévus. Lors de la session plénière, Vladimir Poutine a également promis que la Russie continuerait à aider les pays africains en effaçant leurs dettes. En 2018, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique s'élevaient à 20 milliards de dollars, moins de la moitié de ceux de la France et 10 fois moins que ceux de la Chine. Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à un rassemblement non autorisé mais pacifique. Très vite, les choses ont dégénéré quand des militants radicaux ont jeté des cocktails Molotov et des pierres sur un poste de police, des sociétés chinoises et des stations de métro. Les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage de canons à eau, de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a fustigé lundi la violence pure et simple des manifestants à Hong Kong, estimant qu'elle était encouragée par des forces étrangères. L'autorité s'est également dite convaincue que le gouvernement de la région administrative spéciale réussira à rétablir l'ordre social et le respect de l'état de droit en toute conformité avec la loi et qu'avec le soutien de Pékin, Hong Kong continuera à appliquer la politique d'un pays de système. Wang Yi a également dénoncé le fait que certains médias étrangers, au mépris total de la réalité, qualifient ces violences de mouvements démocratiques et pacifiques et n'hésitent pas à qualifier les actions de la police de violence. La police de Hong Kong a officiellement présenté ses excuses lundi pour la première fois depuis le début en juin du mouvement de contestation après avoir projeté la veille sur une mosquée de la teinture bleue pendant une opération de dispersion de manifestants. Premier dirigeant noir de l'histoire de la DA depuis 2015, Mounsi Memane a lancé ce mercredi un pavé dans la mare en renonçant à ses fonctions de chef de parti. Devant la presse, il a expliqué sa décision par les attaques coordonnées d'une frange du mouvement, encore largement considéré comme un parti de blancs qui s'opposait à sa politique d'ouverture en faveur de la majorité noire du pays. La DA a été fondée en 2000 par la réunion de 3 partis issus de la minorité blanche du pays. La DA n'est pas le meilleur outil pour promouvoir une politique visant à bâtir une seule Afrique du Sud, a tranché Memane. Jeudi, l'ex-dirigeant politique, 39 ans, a annoncé qu'il abandonnait aussi son siège de député qu'il occupait depuis 2014 et rendait sa carte du parti. « J'ai démissionné aujourd'hui de la DA et du Parlement », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Servir le peuple d'Afrique du Sud a été mon plus grand honneur et je vais continuer à le faire, a-t-il poursuivi, sans plus de détails. Sous sa direction, l'Alliance démocratique a remporté un succès historique aux élections locales en 2016 en ravissant au Congrès national africain ANC au pouvoir la tête de municipalités emblématiques comme Johannesburg et Pretoria. Mais le parti a subi un cuisant échec en mai lors des élections générales en ne recueillant que 20,6% des voix, en nette baisse loin derrière l'ANC qui a conservé sa majorité. Son ancienne chef Hélène Zille, une blanche qui a suscité la polémique en saluant les aspects positifs du colonialisme, menait depuis des mois la fronde contre Memane. Le soulèvement populaire qui a saisi le Liban tout entier pour huer la classe politique n'a mercredi donné aucun signe d'essoufflement et l'armée commence à se montrer dans la rue. Loin de faiblir après l'annonce de réformes par le gouvernement, le mouvement présente même les signes d'une vigueur nouvelle à Beyrouth où les barrages de manifestants se sont multipliés. Les soldats et les forces de sécurité sont plus nombreux aux abords des barrages avec l'apparition de blindés. Un barrage a été levé de force pour débloquer l'entrée nord de la capitale et l'armée, jusque-là très discrète, a commencé à se déployer pour montrer sa force. Banques, écoles et universités sont restées fermées jusqu'à nouvel ordre.
Présenté lundi soir par le Premier ministre Saad Hariri, le vaste plan de réforme économique n'a pas renversé la situation malgré quelques mesures hautement symboliques comme la baisse de 50% des salaires des ministres et des députés. Remaniement gouvernemental pour sortir les ministres les plus conspués par la rue, création d'un comité de pilotage composé d'experts respectés, élections anticipées. La presse locale tente de lister les pistes sans qu'aucune ne lui paraisse à ce stade convaincante. Un comité de coordination de la Révolution a annoncé sa naissance mardi lors d'une prise de parole sur l'estrade de la place des Martyrs à Beyrouth, mais sans convaincre de sa représentativité. Un groupe d'économistes a de son côté proposé ses services pour chercher des solutions. La mort de Nusrat Jahan Rafi en avril avait suscité une vive émotion et déclenché des manifestations à travers cette nation d'Asie du Sud, le Bangladesh. Selon les autorités, la jeune femme a été attirée sur le toit d'une école coranique de Sonagazi où elle était élève. Ses assaillants lui ont alors demandé de retirer la plainte pour harcèlement sexuel qu'elle avait déposée peu avant contre le principal de l'établissement. Face à son refus d'obtempérer, elle a été aspergée d'essence et mise à feu. Elle a succombé à ses blessures 5 jours plus tard, le 10 avril. Le principal de l'établissement est soupçonné d'avoir planifié ce meurtre depuis sa cellule où il se trouvait après son arrestation consécutive à la plainte déposée contre lui pour harcèlement sexuel. D'après la police, au moins 5 des accusés sont directement impliqués dans le meurtre, tandis que les autres sont poursuivis pour les avoir aidés. Les 16 accusés, dont le professeur de la jeune fille et 3 de ses camarades, étaient jugés depuis juin par un tribunal spécial. Tous, ils ont été condamnés à mort jeudi. Le procureur Hafez Ahmed a déclaré une fois cette sentence prononcée que ce verdict prouve qu'aucun meurtre ne reste impuni au Bangladesh et qu'il y a l'état de droit. La défense a annoncé son intention de faire appel. Une association locale de défense des droits des femmes a salué une peine exemplaire. Selon le groupe, seuls 3% des affaires de viol aboutissent à des condamnations dans le pays. Les syndicats chiliens ont montré leurs muscles mercredi avec des dizaines de milliers de manifestants à Santiago, au Chili. Leur mobilisation s'y poursuivait jeudi pour réclamer au gouvernement de retirer des rues les militaires déployés pour la première fois depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet en 1990. Sont aussi mises en cause des réponses à la pire crise sociale du pays depuis 30 ans. Ce que c'est de vivre à Plaza Ñuñoa, ce n'est pas la même chose que de vivre dans les zones plus périphériques de la ville. C'est-à-dire, ils répriment les gens parce qu'ils tapent sur des casseroles à des coins de rue. Dans leur rue où ils ont vécu toute leur vie, les carabiniers, les forces armées sont sortis et c'est triste. Les gens demandent ce qu'ils veulent pour leur dignité. La dignité sur différents aspects en matière d'éducation, de santé, de retraite, de transport, pour la vie de tous les jours. En réalité, tout nous affecte dans tous les aspects de la vie. Et maintenant, ça doit changer. Les organisations syndicales et une vingtaine d'autres mouvements ont appelé à manifester à Santiago, à quelques stations de métro du palais présidentiel de la Moneda. Pour la présidente de la Centrale unitaire des travailleurs, principale confédération syndicale du Chili, le président Piñero a polarisé le pays et accru les tensions. 18 personnes, dont un enfant, un Péruvien et un Équatorien, sont mortes depuis le 18 octobre, selon des chiffres officiels. L'explosion de colère sociale avec de violentes manifestations et des pillages a été provoquée par l'annonce d'une hausse de 3,75% du prix du ticket de métro à Santiago, mais ne s'est en rien calmée après l'annonce de la suspension de cette mesure.